Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus pour notre présentation sur le MLOps et notamment un retour d'expérience sur comment on est passé de l'expérimentation à la mise en production dans une administration. Donc je vais vous laisser Nathan vous présenter qui nous sommes. Donc en parlant d'administration, qui sommes-nous? Donc l'INSEE, Institut national des statistiques et études économiques. Donc c'est un institut chargé de produire, analyser, diffuser des statistiques officielles qui éclairent le débat public et la décision, notamment avec des indicateurs qui nous concernent tous, comme le PIB, l'inflation, le chômage ou la dette publique. Mais l'INSEE ne fait pas que produire des chiffres, il coordonne le service statistique public et intervient dans des domaines très variés, notamment la démographie, la santé, l'agriculture. Et un autre point qui sera important pour elle, c'est notre présentation par rapport à nos cas d'usage. Elle gère aussi des répertoires essentiels. On peut notamment citer le répertoire électoral, des entreprises ou des personnes. Et historiquement, vous avez peut-être connu le logo à gauche ces dernières années. Et nous avons fait peau neuve récemment, l'année dernière, avec le nouveau logo que vous pouvez voir à droite. Mais aussi qui sommes-nous? Donc Nathan et moi. Donc moi je suis Hugo Simon, je suis architecte à la DSI de l'INSEE. Mes principales missions, c'est accompagner les différentes équipes informatiques sur des projets applicatifs, comme des projets métiers, mais aussi les équipes de plateformes de production dans leurs problématiques d'architecture. Et aujourd'hui, je viens vous parler de MLOps parce que j'ai eu l'opportunité, depuis mon arrivée en septembre 2024, de travailler sur des sujets autour de l'IA et notamment la mise en production de ces modèles. Donc je me présente, je m'appelle Nathan Randriamanana. Je travaille sur le répertoire Sirène, je vous ai parlé de répertoire tout à l'heure. Et je suis data scientist intégré au métier, c'est-à-dire qu'au quotidien, je rédige les spécifications métiers que je donne à mon équipe informatique qui est basée à Nantes, qui est notre maîtrise d'œuvre. Donc d'une part, je fais ça, et d'autre part, je suis aussi responsable de l'application de machine learning qui s'occupe de l'entraînement du modèle jusqu'à sa mise en production. Alors pourquoi je vous parle de Sirène? Sirène, ce sera notre cas d'usage, mais c'est aussi quand même depuis les années 70 le répertoire de référence pour gérer le cycle de vie des entreprises, de leur création jusqu'à leur cessation, et parfois leur réactivation. Donc Sirène a connu une refonte historique il n'y a pas si longtemps, en 2024, sachant que la dernière refonte de troisième génération, elle date de 2005. En termes de volumétrie, Sirène, c'est 5 millions de déclarations d'entreprise entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026. Et le Sirène est assez connu pour être garant du Siran ou du Siret qui identifie de manière unique respectivement les entreprises ou les établissements. Mais elle est aussi garant de ce qu'on appelle l'activité principale exercée, donc l'APE des entreprises, qui est une variable clé pour la suite et qu'on essaie d'attribuer à partir du descriptif textuel de l'activité de l'entreprise. Donc pour comprendre d'où viennent ces descriptifs textuels qu'on appelle libellés d'activité, alors il y a un autre acteur clé qui est important à connaître, qui est l'INPI, qui est davantage connu pour la propriété industrielle ou tout ce qui est lié au brevet. Et donc ce qui a changé, c'était à partir de l'adoption de la loi Pacte, qui stipule qu'à partir du 1er janvier 2023, toutes les formalités des entreprises doivent passer par un unique organisme qu'on appelle le guichet unique des entreprises. Et donc, quel est le lien finalement? Pourquoi on parle de ce guichet unique? C'est parce que ça va expliquer à l'avenir un choc qui est intervenu au niveau à la fois organisationnel et réglementaire, c'est-à-dire que ça a acté la fin de ce qu'on appelle les centres de formalité des entreprises, qui étaient des guichets locaux qu'on avait un peu partout. Et tout a été remplacé on est obligé de passer par un portail unique sur Internet qui est géré par l'INPI. Merci Nathan pour ces éléments de contexte. Et voici maintenant l'agenda qui nous suivra pour ces 40 prochaines minutes. Donc vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de suivre toutes les problématiques qu'on a rencontrées lors de la mise en place du MLOps à l'INSEE. Et donc on va parler problèmes organisationnels, comment partager la connaissance entre la data science et la DSI.
On aura aussi l'occasion de parler d'architecture multicluster, mais aussi de surveillance de modèles. Donc on verra ça pendant toute la présentation. On s'est présenté, maintenant faisons connaissance. À main levée, est-ce que vous connaissez le MLOps ? Très bien. En seconde question, est-ce que vous avez déjà entraîné un modèle d'intelligence artificielle ? Très bien, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté des choses. Et le dernier niveau, donc qui est un peu le sujet de notre présentation, est-ce que vous avez été jusqu'à la mise en production ? Ok. Ben là, on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent, ce qui est par nature normal, vu que beaucoup de papiers de recherche montrent le fait que le machine learning et l'intelligence artificielle sont une discipline expérimentale par nature. Donc on s'arrête très souvent à l'expérimentation. Alors comme tout le monde n'a pas levé la main, commençons par introduire la grande thématique de notre histoire qui est le MLOps. Donc l'idée ici, c'est de commencer à visualiser notre cible et à comprendre pourquoi cette approche sera nécessaire. Donc en premier lieu, comparons le MLOps à quelque chose que l'on connaît, qui est le DevOps. Donc le MLOps peut être vu vraiment comme une extension du DevOps, mais conçu pour répondre aux défis spécifiques liés au cycle de vie des modèles de machine learning, ce qui implique de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs et des nouvelles problématiques supplémentaires, tout en s'appuyant sur les principes fondamentaux du DevOps. Donc pourquoi on parle du MLOps, pardon. Pour quel use case plutôt on fait du MLOps? Donc à l'INSEE, l'application phare du machine learning, c'est la codification automatique. Donc l'INSEE aboutit de plus en plus à des mises en production de modèles sur différentes nomenclatures, notamment nomenclature produit, des entreprises, de la profession ou d'autres entités. Sur cette présentation, on ne va pas tout présenter toutes ces nomenclatures, on va surtout se concentrer sur les activités, notamment l'activité principale exercée, l'APE que je vous ai présenté tout au début, qui repose sur la NAF, donc la nomenclature d'activité française. Et l'objectif de la NAF, c'est de représenter la réalité économique par la classification des activités selon certaines catégories. Donc en termes de vocabulaire, de manière indifférenciée, on parle du code APE ou du code NAF. Alors à quoi ça ressemble une nomenclature? Ça ressemble à ça. Et encore pas vraiment, c'est vraiment une version simplifiée. Donc c'est une structure hiérarchique, on a 5 niveaux emboîtés, avec 21 sections assez générales, agriculture, industrie, 88 divisions au niveau 2, 272 groupes niveau 3, 615 classes niveau 4 et 732 sous-classes au niveau 5. Et on ne sait pas simplifier la tâche parce qu'on essaye d'attribuer à une activité au niveau le plus fin, donc le 5e niveau, la sous-classe. Alors j'arrêtais pas de parler de codification automatique, mais qu'est-ce que c'est? En fait, l'objectif, c'est qu'à partir du libellé de l'activité de l'entreprise, on essaie de trouver dans cette nomenclature la catégorie qui correspond le plus. Mais il ne suffit pas juste de ça, on a aussi une problématique de volume. Donc on a à peu près 3 millions de libellés à classifier par an. Donc l'idée, c'est qu'on prend un libellé d'activité, par exemple boulanger, livreur Uber Eats, influenceur, peu importe. Et notre moteur va essayer d'attribuer automatiquement les cas faciles directement dans la nomenclature. Et s'il n'y arrive pas, ça passe par une reprise manuelle d'un expert qui va essayer de trouver la bonne catégorie qui correspond. Alors pourquoi on ne fait pas tout automatiquement? C'est parce que tout n'est pas facile. Je vais par exemple vous donner cet exemple-là, culture et vente de fleurs. On pourrait se demander, est-ce que c'est du commerce de gros, du commerce de détail? Est-ce qu'on met plutôt en avant la culture ou plutôt la vente? Est-ce que les fleurs sont naturelles ou artificielles? Beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et donc les codes possibles, vous pouvez voir qu'il y en a au moins 4. Et sachant qu'il y a aussi des fois des règles métiers, par exemple, est-ce que on met plutôt en avant la culture comme ça a été mis au début, ou est-ce qu'on met plutôt la vente en avant, par rapport au fait que ce soit l'activité principale de l'entreprise. Alors l'APE, vous l'avez forcément vu au quotidien. Donc même si en BIC 2026, on vous demande si vous voulez vraiment prendre votre ticket de caisse, si vous décidez de le prendre, il apparaît toujours soit en haut du ticket de caisse, soit tout en bas.
Et je vous avais dit qu'on appelle ça le code APE ou code NAF de manière indifférenciée. Des fois, vous pouvez avoir l'inscription APE ou l'inscription NAF sur votre ticket de caisse. Donc, en termes d'impact, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Et comme ça, quand vous irez faire vos courses, ben, vous repenserez toujours un petit peu à nous. Donc, c'est bien de le voir partout, mais en fait, à quoi ça sert? Donc, l'activité principale, c'est vraiment c'est ce qui permet à votre activité d'exister. Donc, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y avait pas d'APE, il serait difficile de mener des statistiques ciblées par secteur et de savoir combien il y a de boulangeries, de consultants en informatique, de salons de coiffure ou même d'éleveurs de chameaux. Donc oui, s'il y a vraiment un code juste pour éleveurs de chameaux, vous pouvez vérifier. Ça permet aussi d'octroyer des droits, des conventions collectives, d'identifier les aides applicables, en bref, d'être présent dans le paysage économique français. Et en pratique, l'activité principale peut souvent correspondre au plus gros chiffre d'affaires de votre entreprise. Alors, on vous a posé la question, mais nous, est-ce qu'on a déjà entraîné un modèle d'IA? La réponse est oui, sinon on n'aurait pas grand-chose à vous présenter. A-t-on déjà mis en production un modèle d'IA? Oui, mais comme vous, on est un peu plus fébrile, parce qu'on a eu quelques difficultés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la méthodologie du codage automatique, où il y a une partie qui est code automatiquement, une partie en reprise. En fait, cette méthodologie, on ne l'a pas inventée, c'est une longue histoire. Et on le fait, en fait, on l'a intégrée depuis 1981 dans les premiers systèmes de codification à l'INSEE, dans ce qu'on pourrait appeler notamment des systèmes experts. Donc pour ceux qui ne savent pas, un système expert, c'est en quelque sorte un système qui mime le comportement humain à partir d'une base d'exemples et d'un moteur de règles qu'on doit maintenir. Et donc par rapport au choc des CFE, de la loi Pacte, que je vous avais dit au début, ça nous a fait un choc. Pourquoi? Parce que à l'époque des CFE, lorsque vous vouliez vous rendre pour déclarer votre entreprise, le libellé d'activité était relu, normalisé, était assez propre finalement. Donc, je vous avais montré l'exemple de boulanger, tout en majuscule, tout propre. Ça ressemblait plutôt à ça. Aujourd'hui, avec la mise en place du guichet unique, la manière de rédiger le libellé a changé parce que en fait, c'est un champ descriptif libre dans lequel le déclarant peut saisir du texte non structuré, du texte brut, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la qualité. Ce qui a fait que vers fin 2022, nos équipes étaient surchargées parce que le taux de codification automatique a chuté à 30%, à peu près vers 30%, ce qui veut dire qu'il y avait 70% à reprendre à la main, 70% de quelques millions, donc ça fait un peu beaucoup. Et donc en urgence, on a dû mettre en production un premier modèle de machine learning, et ça nous a assez sauvé la mise, pas juste sur la qualité, mais surtout sur le taux d'automatisation. Et ça marchait plutôt bien, et donc on a continué à utiliser ce modèle-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, on l'a mis en production, mais comment concrètement? Donc l'idée, c'est qu'on a notre source qui est le guichet unique, qui nous envoie le dossier de l'entreprise. Notre application de gestion gère ce dossier-là et appelle notre service qui s'occupe de gérer la codification. Ensuite, on récupère le libellé d'activité et en fonction de la confiance du modèle, si on dépasse un certain seuil, ça passe en codification automatique, donc rien de nouveau sous le soleil. Ou alors, ça passe en reprise manuelle. Et dans ces cas-là, pour aller vite, plutôt que de laisser l'expert chercher, on propose le top 5 des prédictions au gestionnaire. Sachant qu'il y a une métrique intéressante, une stat intéressante qui est que le bon code est dans le top 5 dans 95% des cas. Donc à quoi ça ressemble au quotidien? Pour le poste de gestionnaire, ça ressemble à ça. Vous avez le libellé, puis top 5 des codes qui sont plutôt plausibles. Et avec un petit bouton signaler un problème pour faire un retour au déclarant si jamais la personne n'a pas décrit son activité. Parce que des fois, on peut avoir des cas où la personne écrit non, je ne souhaite pas écrire, ou des choses assez exotiques.
Merci Nathan pour ces éléments, mais imaginons un problème, parce qu'on a mis du coup en production ce modèle de machine learning qui est là pour classifier des professions, mais le monde professionnel évolue et on peut rentrer dans ce genre de cercle vicieux. Donc par exemple, une nouvelle trend arrive, le métier de prompt engineer, beaucoup de monde veulent se déclarer prompt engineer à l'INSEE, sauf que l'INSEE, le modèle et les process ne connaissent pas du tout ce métier. Donc qu'est-ce qui se passe? Le modèle est perdu, ça fait du travail supplémentaire pour les gestionnaires, et en plus, on remarquera que le script d'entraînement est perdu, parce que malheureusement, nos data scientists n'ont pas mis en place les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place dans une équipe de développeurs, ce qui est un peu dommage. Et donc du coup, par la suite, l'équipe de data science va repasser 6 mois à réécrire son script, re-optimiser son architecture, aussi retrouver les formulations pour ce nouveau métier de prompt engineer, parce qu'il y en a qui s'appelleront prompt engineer, d'autres context engineer, etc. Donc on va réentraîner ce modèle, puis on va se rendre compte, après avoir réentraîné, que notre modèle, il ne reconnaît plus les boulangers. Donc comme c'est écrit juste ici, on ne reconnaît plus les boulangers. Et c'est là où on va se dire, bon, on a fait une évolution fonctionnelle, mais il faut qu'on fasse, comme pour toute application classique, des tests de non-régression pour vérifier qu'il connaît encore les boulangers. Et par la suite, on va réentraîner pour qu'il reconnaisse boulanger, plombier, etc. Et on redéploiera le modèle en production. Donc ça, c'est le problème classique du MLOps. C'est-à-dire, on a une dérive du modèle quand il est en production. Et nous, on va vous raconter comment à l'INSEE, on s'est planté bien avant ça. Donc, en termes de constat initial, comme je vous ai dit, nous, on s'est planté bien avant ça. Pour vous donner un peu d'éléments encore de contexte, je sais ça fait beaucoup de contexte, mais au moins vous aurez tous les éléments. Ça, c'était l'organisation classique INSEE en mode agile, avec des clients d'application, les data scientists / statisticiens d'une application A, une équipe de développement et une équipe de production. Vous avez ces éléments-là, on avait des silos. En 2023, on a mis en place quelque chose que vous connaissez, je pense, tous assez bien, le DevOps. Donc le DevOps, ça va permettre de casser les silos entre les équipes de prod et les équipes de dev. Et on a eu du coup plutôt parti sur des équipes DevOps avec des équipes plateforme. Donc ça, c'était le premier cassage de silos. Et aujourd'hui, avec le MLOps, on aimerait casser le deuxième silo. Donc on voudrait avoir quelque chose de complètement ouvert avec les data scientists qui peuvent discuter aussi bien avec les développeurs et aussi comprendre nos plateformes. Donc ça, c'est un peu l'idée du MLOps, et en termes d'organisation INSEE, à quoi ça devrait ressembler. Donc dans l'idée, en tant qu'architecte, je discute directement avec Nathan, il n'y a pas de relais, on est dans des relations qui sont très fluides. Nathan, toi de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu développes au quotidien ton modèle? Donc l'avantage d'être côté métier, c'est que je suis au plus près de la donnée, donc j'ai les connaissances métiers pour pouvoir faire mes extractions. Donc en connaissant le modèle de données et les spécificités métiers, j'obtiens ma première base d'apprentissage. Ensuite, je pré-traite la donnée, je m'occupe des données manquantes, en sachant pourquoi elles sont manquantes, en sachant pourquoi il y a des doublons. Et à partir de ça, j'obtiens mes premiers poids. Et j'ai envie de donner mes poids à l'équipe informatique. Ce sont des informaticiens, donc normalement ça devrait marcher. Non ? Et bien en fait, quand on appelle l'équipe info de la DSI, la première fois tout du moins, quand en 2022 on a voulu faire ça, c'est un peu comme dans cette scène d'Astérix, et bien en fait on parlait pas du tout la même langue. Et pourquoi? Parce que, comme vous avez pu voir dans le premier schéma, toute la partie développement de modèle est faite en Python. Sauf que nous, à l'INSEE, malgré ce qu'on pourrait penser, on fait que des applications Java à la DSI, principalement. Donc, quand on a voulu mettre le modèle en production, nos équipes de développeurs, elles ont dit oui, on veut bien le faire, mais on fait ça dans une appli Java. Ce qui a posé des problèmes de compatibilité et aussi de compréhension du code, parce que les développeurs n'avaient pas de notion de machine learning, donc ils ne comprenaient pas forcément la nature de ce qu'ils voulaient mettre en production, et on a eu une espèce de tension. Tout ça, c'est dû pour une chose très simple, qu'on pourrait dire très simple, c'est une absence de culture commune. C'est comme pour le DevOps, s'il n'y a pas de culture entre les développeurs et la production, ça pose un problème. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'on a bien une différence de culture. Nathan est beaucoup plus classe que moi qui travaille à la DSI, faut l'avouer. Et donc du coup, pour vous expliquer un petit peu cette différence de culture, je vais vous détailler qu'est-ce qu'est le travail d'un développeur à l'INSEE, et Nathan s'occupera du travail d'un statisticien. Un travail d'un développeur à l'INSEE, il travaille sur son poste de travail en local, avec des données moquées, donc pas avec des données de prod.
dans le meilleur des cas. Ensuite, il va développer principalement des applications de gestion. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'INSEE est quand même une maison de la donnée, on produit de la donnée. Et nous, on développe plutôt des applications de gestion qui sont en Java avec des bases de données SQL Postgre. Et pour finir, on déploie depuis le DevOps en mode GitOps sur nos clusters Kubernetes avec des outils comme Argo CD. Et toi, du coup, Nathan, comment tu travailles au quotidien ? Moi, contrairement à Hugo, ça ne m'intéresse pas du tout de travailler sur des données moquées. Moi, je travaille sur des données de production. Et donc, j'externalise mes données sur du stockage objet, notamment S3, et pas sur SQLite ou du H2. Et non, je ne souhaite pas utiliser Jupyter, mais VS Code. Et donc, à partir de là, j'interagis avec le cluster Kubernetes sur une plateforme centralisée pour avoir accès aux données sensibles. Donc, on a vu qu'il y avait des problèmes. Comme disait Hugo, on n'a pas toujours les mêmes valeurs sur certains points. Mais il faut trouver des solutions. Et donc on va vous montrer les solutions et comment on a commencé à tresser la boucle pour avancer sur le MLOps. Et donc pour réussir à se parler, on vous propose une approche segmentée selon 3 niveaux. Et donc pour réussir à se parler, il faut évidemment commencer à parler de la même langue. Donc c'est vraiment notre starter MLOps. Donc, on va mettre en place des outils et standards techniques. Donc c'est plus facile de travailler sur à peu près les mêmes outils. Pour que chacun puisse faire le premier pas, c'est bien d'avoir des profils hybrides pour faciliter et initier les échanges. Et si jamais on n'a pas justement ces profils hybrides-là ou pas assez, on peut tenter de compléter les compétences manquantes via des formations. Et en parlant d'outils, ça tombe bien, j'ai un architecte sous la main. Hugo, qu'est-ce que vous avez mis en place à la DSI ? Et oui, c'est vrai que quand on parlait architecture à l'INSEE à une époque, on parlait souvent de cadre de cohérence technique. Et grâce à la mise en place d'un socle que vous connaissez, je pense, tous très bien, le socle d'architecture qui est la conteneurisation, à l'architecture à l'INSEE, on a réussi à rendre ce cadre beaucoup plus flexible, ce qui nous a permis de faire cohabiter plus facilement un écosystème Java avec un écosystème Python ou Node. Donc ça nous a vraiment permis de rendre plus flexible notre parc et du coup de s'adapter au mieux au cas d'usage. Un autre point que vous connaissez sûrement tous, un très bon point positif pour la conteneurisation, c'est les possibilités de reproductibilité et de portabilité. Le data scientist qui travaille dans un conteneur peut ensuite envoyer son code d'entraînement ou même son API qu'il aurait commencé à développer sur le poste du développeur et du coup on évite la fameuse problématique du ça marchait chez moi, ça ne marche plus chez moi. Donc vraiment sur les outils, tout le socle d'architecture se base sur la conteneurisation. En deuxième outil, on en a déjà un petit peu parlé, c'est Python. Python, c'est le langage pour la data science et l'IA aujourd'hui. C'est difficile de remettre en cause ce postulat. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils aussi bien pour expérimenter et développer des modèles. On peut citer PyTorch, Scikit-learn pour développer et entraîner des modèles. Et on peut aussi citer côté dev des frameworks qui se déploient vraiment très rapidement comme FastAPI avec PyIdentic permettant de déployer des API fiables, performantes, aussi bien qu'en Java pour des cas d'usage de machine learning évidemment. Un dernier outil qui nous a permis vraiment d'industrialiser notre chaîne et de créer des standards, c'est MLflow. MLflow, côté DSI, l'avantage qu'on avait, c'est qu'il apportait de la standardisation dans l'artefact du modèle. Notre modèle, il était toujours sous la même forme, avec les mêmes métadonnées, ce qui nous a permis, vous le verrez par la suite, de rationaliser des coûts. Par ailleurs, Nathan, toi, au quotidien, comment est-ce que tu utilises MLflow pour tes entraînements, tes expérimentations ? MLflow, c'est bien pratique pour centraliser et suivre les différentes métriques. C'est un peu mon playground avec, je peux comparer les différents modèles. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est par rapport au fait de perdre le modèle ou les scripts d'entraînement. En fait, je versionne tout dans un artefact qui vraiment caractérise mon modèle et pas juste les poids. Donc je versionne les modèles, les datasets et je sais exactement ce qui a été mis en prod. Donc voilà comment je me sers de MLflow. Très bien, c'est un point vraiment très positif. C'est très important de pouvoir industrialiser et gouverner toute cette partie-là, de l'entraînement jusqu'à la mise en production. Comme ça, on peut assurer une reproducibilité facilement. Un autre point qui peut être un petit peu contradictoire, c'est qu'à l'INSEE, on pourrait penser que les profils hybrides, qu'on pourrait qualifier dans l'industrie de profils de ML Engineer, c'est des profils qui sont facilement
trouvables à l'INSEE. Pourquoi? Parce que à l'INSEE, on a une formation statistique et informatique qui est commune. C'est-à-dire que à peu près tous les agents de l'INSEE font les mêmes écoles et du coup suivre un cursus commun en informatique et en statistique et donc aujourd'hui un peu en machine learning. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Un deuxième point qui pourrait favoriser cette création de profils hybrides, c'est des mobilités très fréquentes entre DSI et informatique, entre DSI et métier, excusez-moi. Parce qu'en début de carrière, tous les 3 ans, les agents sont encouragés à passer d'un côté et de l'autre pour apprendre tous les métiers de l'INSEE, à avoir ce genre de profil hybride. Et un dernier point qui pourrait nous faciliter aussi ce recrutement de type de profil, c'est des politiques publiques comme la grille de la DINUM, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, qui valorise les profils dans l'informatique pour attirer des profils experts dans l'administration. Et malgré tous ces points-là, la création de ces profils est encore assez complexe à l'INSEE, et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place de plus en plus des formations d'une part et d'autre pour combler les fossés et créer des profils qui pourraient nous faire des ponts entre les mondes, le monde de la data science et le monde du développement. Par exemple, toi, Nathan, qu'est-ce que tu as fait pour essayer de combler les trous côté dev? Donc, de notre côté, les data scientists sont un peu le produit de leur environnement, au sens où on travaille sur des data labs qui sont sur des clusters Kubernetes. Donc, comme j'ai l'habitude de travailler dans des containers, je suis obligé d'utiliser Git pour versionner mon code, d'externaliser mes données sur S3 et des fois devoir débugger moi-même mes pods, voir s'ils sont en erreur et entrer dedans avec kubectl pour voir ce qui se passe. Donc, et vous, à la DSI, quels éléments avez-vous mis en place? Pardon. De notre côté développement informatique, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est des petites formations d'initiation machine learning. Par exemple, j'en ai animé une au sein de mon service national de développement afin d'initier tous les agents sur les process d'entraînement de modèles. On trouve ça important que les développeurs voient plus loin quand ils vont ensuite travailler sur des sujets de ce type-là. On a aussi poussé pour certains agents une formation d'une journée sur les outils MLOps, donc sur MLflow, sur comment on met en production un modèle, comment on développe une API de machine learning. Donc on a mis en place ce genre de formation au sein de la DSI. Et en complément, au vu de notre culture historique Java, on a mis en place des formations et des accompagnements sur Python. Car Java, ce n'est vraiment pas Python dans la manière de coder et dans les différents concepts. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu investir dans une filière Python pour des sujets comme ça. En deuxième niveau, du coup, si on fait évoluer un petit peu notre starter MLOps, à l'instar de Reptincell comme vous pouvez voir ici, l'idée ça a été de fluidifier l'expérience utilisateur pour accélérer la mise en production de nos modèles. Donc en premier lieu, Nathan parle beaucoup d'un cluster Kubernetes permettant de travailler de manière centralisée. Tout ça, ça se base sur Onyxia, qui est un produit open source qu'on développe en interne permettant de fluidifier l'expérience utilisateur de nos statisticiens et nos data scientists pour qu'ils développent au mieux et au plus rapidement. En deuxième point, pour fluidifier l'expérience utilisateur, j'ai parlé en introduction d'architecture multi-cluster. Au vu des différences de sensibilité de données et d'activité, on a des clusters différents à l'INSEE. On a un cluster pour la data science, qu'on pourrait appeler cluster 1, sur lequel on a installé Onyxia. Et on a des clusters 2, 3, 4, qui sont nos clusters de production, sur lesquels on déploie nos applications métiers. Au départ, ces deux clusters étaient complètement silotés. C'est-à-dire que quand on voulait mettre en production un modèle, il fallait récupérer le modèle, le mettre sur le poste en local et ensuite le réuploader sur les environnements de production. C'est pas idéal, ça pose des problèmes de sécurité et de fiabilité. Imaginons, je prends mon artefact, je mets sur mon Windows, il devient corrompu, j'essaye de le mettre en prod, ça ne marche pas et on ne saura pas pourquoi. Comme pour Docker, pour la conteneurisation, quand j'en ai parlé avant, l'objectif est d'avoir une reproductibilité et une fiabilité dans notre chaîne. Donc on a essayé de créer cette flèche, donc cette simple flèche, qui s'est caractérisée avec différents points. Donc on a connecté les environnements en étudiant un peu l'architecture de nos environnements pour être sûr de la sensibilité et de la possibilité de les passer de l'un à l'autre. On a aussi sécurisé et fiabilisé notre artefact en mettant en place des scanners, un outil dont je présenterai juste après. Et on a aussi essayé d'automatiser tout ça avec des outils. Quels outils on a utilisés? On a utilisé un outil de la suite Argo, qui est Argo Workflow, qui nous permet d'automatiser ce transfert de modèles. Nathan, après avoir fini de travailler sur MLflow et d'avoir dit c'est ce modèle qui va en prod, ça déclenche un workflow Argo Workflow qui permet de transférer le modèle en toute sécurité jusqu'à nos clusters de production.
Pourquoi en toute sécurité, pardon? Parce qu'on utilise des scanners un petit peu comme Trivi, pour ceux qui connaissent ce scanner de CVE sur des conteneurs. On utilise une model scan qui permet de scanner l'artefact du modèle et de vérifier qu'il n'y a pas d'injection de code malveillant. Parce que c'est un fléau aujourd'hui dans la supply chain d'avoir des modèles qui sont vérolés. Aujourd'hui, model scan et de nouveau, pour être totalement honnête, est un projet qui est un petit peu vieillissant, et un nouveau projet qui s'appelle Model Audit du projet Promptfoo, qui semble être beaucoup plus mature et aller plus loin sur d'autres types de formats de modèles. Un dernier niveau, donc là quand on arrive à notre niveau maximum pour aller mettre en prod des modèles, c'est de tendre vers une approche plateforme. On a fait un constat, après avoir mis en production le modèle dans le cas d'usage de Nathan, dans d'autres cas d'usage de l'INSEE, que toutes ces API, c'était à peu près toutes les mêmes. Pourquoi? Parce c'est à peu près une liste d'input qui nous renvoie à une liste d'output. Donc à partir de ce constat-là, on s'est dit ça pourrait être intéressant de tendre vers une approche plateforme. Et comment on a fait pour faire une approche plateforme? On a fixé un pattern d'architecture en créant un chart Helm de déploiement générique machine learning. Toutes les personnes à l'INSEE qui veulent déployer ont ce chart-là, ils ont juste besoin de changer le pass vers leur modèle et ça déploie automatiquement. On a aussi créé l'automatisation de la construction de l'API pour créer une API Fast API qui intègre les contraintes d'interface, qui est fiable et sur lesquelles on a toutes les dépendances qu'il nous faut. Donc ça, c'était vraiment un point très important. Et pour que tout ça tienne, on a créé une équipe plateforme qui permettait du coup de maintenir ces éléments. Une question que vous pourriez me poser, et vous auriez totalement raison, c'est pourquoi ne pas utiliser des outils open source comme ML Server ou Kserve. À la même heure que cette présentation, si je ne dis pas bêtise, dans un autre amphithéâtre, il y avait une présentation sur comment déployer des modèles avec Kserve. Pourquoi nous, on n'a pas choisi Kserve? C'est parce que Kserve, ça se base sur des couches d'infrastructure comme Istio, etc. Et du coup, ça mettait une grosse dépendance à ces outils sur notre couche machine learning, et on trouvait l'investissement pas très opportun à l'instant où on a développé ces outils. Et ML Server, il manquait des briques comme de l'authentification, des interfaçages avec nos outils, et c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur ces outils-là. Comment on a fait du coup pour créer ce fameux packaging de je prends un modèle au format MLflow et ensuite il devient une API, un produit assez rapidement? On s'est basé sur le mécanisme de signature MLflow, c'est pour ça vraiment que c'est notre standard, c'est notre base sur tout le cycle. Et cette signature, elle se renseigne par le data scientist, donc c'est le data scientist pendant son processus d'entraînement qui va indiquer la signature, et à partir de cette signature, on va pouvoir générer directement dans l'API un modèle pas identique. De cette manière-là, on a du coup une API qui sera fiable, avec un Swagger totalement correct et qui respectera les typages. On utilise FastAPI, comme j'ai dit, et on a aussi le problème de dépendance. Chaque modèle a ses dépendances, comme tout package finalement. Et donc du coup, on a créé des chaînes de CI qui nous permettent de construire des images pour chaque modèle avec les bonnes versions de dépendance. Pour illustrer cette approche plateforme, on a mis en place une plateforme de qualification aux performances des modèles de machine learning. Excusez-moi pour ce nom à rallonge. Mais dans l'idée, c'est assez simple. Nathan et ses collègues n'avaient aucune vision sur quelle était la capacité de l'infrastructure de l'INSEE pour mettre en production des modèles. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas savoir si un modèle d'architecture BERT ou un certain modèle de deep learning pouvait assurer un certain nombre de requêtes par seconde sur notre infrastructure. Donc pour ce faire, on a mis en place une petite plateforme qui permet aux data scientists de tester eux-mêmes directement les architectures pour ensuite pousser l'expérimentation et voir si on peut en tirer une valorisation. Par rapport aux solutions, au final, nous avons abouti à un partage des responsabilités entre le data scientist qui est intégré côté métier, donc ça c'est une spécificité chez nous, et l'équipe DevOps côté info. Donc, pour résumer, en gros, la partie déploiement en production, elle est sous-traitée par l'équipe DevOps, et la partie construction et qualification fonctionnelle du modèle est gérée par le data scientist côté métier. Donc ici, le data scientist a un peu une double casquette, c'est-à-dire qu'il a une casquette un peu innovation, où il va expérimenter, chercher le meilleur modèle, optimiser, un peu confronter, expérimenter. Et une fois qu'il aura fait ça, il aura besoin de quelqu'un côté métier, mais ce sera potentiellement encore lui, qui va faire la recette fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce que notre modèle il va donner par exemple un bon taux de codification, est-ce que
par rapport à certaines règles métiers ou consignes, notre modèle il tient la route. Donc à partir de ça, il aura entraîné un modèle, donc il y aura pas seulement des poids, mais il va créer un artefact en lien avec les données d'entraînement et le script d'entraînement aussi. Et il va aussi potentiellement, et là c'est un peu une zone floue avec l'équipe informatique, construire l'image de l'API, parce que, comme on avait dit, l'équipe informatique, ils n'ont pas forcément les compétences en Python qu'il faut, donc sur des questions de librairie très précises ou des connaissances très ML, le data scientist peut parfois proposer une merge request pour la construction de l'image. Et donc ensuite, pour l'équipe informatique, elle s'occupe de gérer les vulnérabilités, la mise à jour des dépendances et faire des tests de charge pour la mise en production. Donc si on regarde cette boucle rétroactive, on voit qu'on n'a pas totalement terminé la boucle MLOps. On y est presque, il ne reste pas grand-chose. Et c'est ce qu'on va vous présenter pour la fin de cette présentation, c'est sur la partie monitoring. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc on a dessiné avec vous, on vous propose de finir le tracé. Et partons en quête de cette dernière pièce pour boucler sur la forme finale. Alors, par rapport à ce qu'on disait au début sur le cercle vicieux qu'avait présenté Hugo, un modèle n'est pertinent que si les données qu'il a entraînées restent cohérentes avec la réalité. Or, les libellés que vous croisez, les activités, même la manière de rédiger peut évoluer avec le temps. Les gens font parfois de plus en plus de fautes d'orthographe, ou alors il peut y avoir de nouvelles activités qui apparaissent. Un exemple très concret, c'est par exemple celui de prompt engineering. Même si vous avez un modèle très pertinent au départ et que le modèle il croise des exemples nouveaux qu'il n'a jamais croisés, fatalement il va devenir plus mauvais. Et donc il faut le réentraîner. Donc c'est grosso modo ce qu'on peut appeler un modèle drift. Et donc en fait, une fois entraîné, le modèle déployé, il n'a jamais été confronté au monde réel, sauf qu'il va subir des chocs, des variations. Et donc l'idée, c'est qu'on va l'éprouver et il faut faire en sorte qu'il puisse tenir sur la durée. Et pour savoir s'il va tenir sur la durée, on a besoin de monitorer les performances via des métriques. Pour surveiller le data drift, mais pas seulement le data drift. On peut aussi essayer de voir, par exemple, les impacts fonctionnels, comme par exemple la charge que ça peut représenter en reprise manuelle. Parce qu'à la base, c'était quand même la raison pour laquelle on a mis en prod un modèle de machine learning. Et donc... Et un petit, pour t'interrompre 2 minutes, Nathan, une petite différence avec quelque chose que vous connaissez assez bien, c'est l'observabilité. Vous avez l'habitude, vous, d'observer, de surveiller vos applications. Quand on surveille des applications classiques, on va surveiller des métriques comme le nombre de requêtes par seconde, la latence pour accéder à une page ou telle page. Ça, c'est vraiment de l'observabilité technique, donc c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller sur des API de machine learning. Mais en plus, du coup, on a cette observabilité qu'on pourrait qualifier de fonctionnelle ou de data science qui concerne les performances elles-mêmes du produit / du modèle. Donc c'est là où il y a quelque chose qui est assez important de noter entre observabilité technique et observabilité fonctionnelle. Donc quand on parle de métriques, on pense souvent à des indicateurs techniques, par exemple essayer d'utiliser les embeddings du modèle, ce genre de choses, mais pourtant il y a un élément essentiel de la surveillance qu'on oublie souvent. Saurez-vous le trouver? Je vais vous le dire tout de suite, il s'agit en fait d'un humain, et pas qu'un seul, parce que... pourquoi un humain déjà? Parce qu'il nous permet d'évaluer le modèle, de détecter les changements de règles métiers, et d'arbitrer entre la charge manuelle et la qualité du modèle. Et à l'INSEE, on a la chance de ne pas avoir qu'un seul humain pour le faire, mais d'un réseau complet d'experts métiers à l'INSEE, qui rencontrent sur notre application de gestion des KRL tous les jours et débattent sur la meilleure manière de coder l'APE. Donc si vous vous rappelez, par exemple pour culture et vente de fleurs, ils peuvent débattre sur le code qu'il faut attribuer au final. Et donc grâce à ce réseau, nous disposons d'éléments pour résoudre une partie du problème. En fait, ce sont les experts qui remontent directement les alertes. Et donc, au moindre problème, nous pouvons toujours compter sur l'alerte et le jugement de ces experts. Donc, avoir des experts métiers, c'est génial, mais il faut les outils nécessaires, ou plutôt les outils adaptés pour prendre en compte leur remontée ou
pouvoir corriger le modèle. Donc souvent, côté métier, il y a un mauvais réflexe qui est, ou plutôt une fausse bonne idée, qui est le réflexe métier du CSV. Sauf que pour annoter des données, c'est pas toujours une bonne idée, vu qu'il faut pouvoir gérer la concurrence des utilisateurs, centraliser les données qui sont en local. Et on a des outils qui sont faits pour ça, notamment, il y en a plusieurs, mais on peut citer par exemple Argila ou Argila ou Label Studio, où là on peut gérer, toutes les problématiques de labellisation sont déjà gérées par ces applications-là, et on peut centraliser les données dans du stockage objet S3. Donc ça nous permettra aussi, une fois qu'on centralise ces données, de pouvoir l'inclure aussi dans notre pipeline de machine learning, et faire des ETL, manipuler la donnée et prendre en compte. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, on a besoin de labelliser nos données parce qu'on veut créer ce qu'on appelle un étalon. Mais je crois que tu voulais dire quelque chose avant de... Oui, juste avant, sur la partie outils de labellisation, l'idée, ça sera pour, toujours dans l'approche plateforme, de mettre à disposition des chartes Helm pour les équipes métiers, pour déployer ces outils-là facilement, pour tous les data scientists et pour tous les cas d'usage, pour vraiment industrialiser le process et éviter de refaire N fois le travail et de déployer plusieurs fois ce label studio. Donc côté métier, on n'a pas attendu, on a directement déployé, installé un chart Label Studio. Et donc on a mené une campagne d'annotation pour prendre en compte les remontées des gestionnaires. Et donc pourquoi en fait on a mené une campagne d'annotation? C'est parce que ça nous a permis de créer ce qu'on appelle notre étalon, qu'on appelle un gold standard. Donc c'est un ensemble de données annotées avec confiance et qui sont plus proches de la vérité. Donc ça nous permet en fait de créer nos indicateurs métiers, notamment de détecter les dégradations ou dérives dans le temps, de calculer la précision, si la précision va chuter ou pas, et d'avoir un arbitrage assez intéressant entre le taux de codification maximum qu'on peut avoir qui ne va pas dégrader la qualité du modèle. Donc ça c'est quelque chose qui intéresse pas mal les chefs. Et donc pour vous montrer quelques exemples de métriques, donc on a mis en place un dashboard où on peut surveiller les taux de performance à différentes nomenclatures, le taux de codification. Et par exemple, le product owner peut jouer sur l'indice de confiance que vous voyez en haut à gauche. Et à partir de ça, on peut savoir, par exemple, si je gagne en 10 points de codif auto, combien je perds en pourcentage de taux de bon codage. Et dans ce qui nous intéresse, parmi ce qui nous intéresse comme indicateur, on avait dit que ce qui nous intéressait, c'était d'avoir vraiment l'évolution de la précision par rapport au temps. Et en fait, la charge manuelle qu'on peut... le taux de labellisation qu'on peut... Merci, pardon. Qu'on peut attribuer, en fait, peut dépendre de la charge à disposition. Je m'explique parce que j'étais pas très clair. En fait, le couloir que vous voyez là-dessus, ça correspond à l'incertitude de la statistique. Donc plus le couloir est large, moins on est sûr de la prédiction. Et donc lorsque le couloir est resserré, c'est qu'on est sûr de la... on est davantage sûr de la précision qui est accordée par notre statistique. C'est bon. Donc cette opération, c'était une opération ponctuelle, mais ça nous a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier sur le monitoring. Là, ce qui nous reste, c'est la partie déployée en production et de pouvoir actualiser notre gold standard en continu. Donc c'est un travail qui sera mené avec Hugo notamment pour la partie mise en production. Et côté métier, il y a un travail aussi à faire sur l'organisation, l'utilisation des experts. L'organisation par rapport aux experts qui vont participer à l'exercice de manière continue.
Merci Nathan pour cette partie sur la surveillance et sur la surveillance des modèles, notamment en production. Pour finir, je vous laisse avec quelques clés et les enseignements qu'on a eus sur le MLOps. Donc globalement, comme vous avez pu le voir, on parle souvent de technique, on parle beaucoup d'organisationnel et un peu de technique. Donc le MLOps, en premier abord, c'est vraiment un problème organisationnel qui peut s'aider avec des outils techniques comme Onyxia, comme les outils qui nous permettent de fluidifier l'expérience utilisateur. La standardisation et notre approche plateforme, elle nous a permis de faire gagner des coûts, et la surveillance, c'est quelque chose qui va être fondamental pour un modèle en production. Pour nous contacter, vous aurez sur les slides nos réseaux comme LinkedIn, etc. Si vous souhaitez mettre un avis, n'hésitez pas, c'était notre première conférence à tous les deux, donc on est vraiment preneurs de vos retours. Et merci à tous pour votre attention, et passez une bonne conférence et une bonne après-midi. Le QR code, laisse-le. Ah. Ouais, okay. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Y a-t-il des questions? Yes. Mais... Ah, ça marche. Parce que je ne sais pas si je suis connecté. Oui, merci pour la presse. J'ai deux questions rapides. Une première question sur les modèles. Vous savez tous, les modèles bougent tout le temps, très rapidement, et parfois on a du mal à suivre. Comment vous avez géré tout ça? Et la deuxième question, vous ne l'avez pas abordée, peut-être vous avez une idée. L'infra qui est derrière, elle est déployée où? Qui la gère? Comment vous arrivez à faire marcher vos modèles dans des GPU? Parfois, il y a des contraintes fortes entre l'infra et les modèles. Merci. Alors sur la première question, sur les modèles, on n'a pas on est resté sur un unique type d'architecture sur le modèle de Nathan. Donc c'est une architecture fast-text, qui est une architecture qui est un petit peu vieille aujourd'hui. C'est une architecture de 2015, mais qui est très frugale. Enfin, elle n'utilise pas beaucoup de performance. Ça fonctionne sur CPU. Et ça fonctionnait très bien pour notre cas d'usage, donc on n'a pas eu besoin de tester des nouveaux modèles de type LLM, etc. Par contre, cette librairie a été archivée en 2024 par Meta. Donc c'était une librairie qui était écrite en C++. Et à l'INSEE, du coup, on a travaillé sur une version en PyTorch de ce modèle FastText. Donc on a refait un modèle de deep learning nous permettant ça. Et du coup, sur la deuxième question sur l'infrastructure, les couches d'infrastructure, c'est des couches qui sont dans nos data centers. Donc on a des clusters cubes, comme j'ai dit, sur lesquels on déploie ces charges de travail. Comme je l'ai dit juste avant, on n'a du coup pas besoin de GPU pour ce type de modèle, on est uniquement sur CPU. Donc du coup, ça permet de tourner facilement. Et ça permet aussi de faire un rebond sur la fameuse plateforme de qualification, qui nous permet du coup de savoir quel modèle tourne sur CPU, quel modèle ne pourrait pas tourner sur CPU, et du coup, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans du GPU pour les cas d'usage métier. Yes. Ouais, juste une petite question sur l'apprentissage. Pas de données synthétiques pour les classifs à faible occurrence ou des choses comme ça? Que de la donnée vraie, pas rien de synthétique? Non, on n'a pas utilisé de données synthétiques. Alors, de manière générale, si la partie génération de données, c'est ce qui vous intéresse, on a utilisé SAP en revanche sur la révision de la nomenclature, notamment quand on est passé de la NAF actuelle, c'est la NAF 2008, et on va très bientôt passer à la NAF 2025. Quand on était passé à cette nomenclature-là, en fait, on n'avait pas donné en NAF 2025 comme ce n'était pas les données officielles. Donc, je peux vous donner, on peut en parler tout à l'heure, mais on a utilisé des LLM notamment pour générer des données d'apprentissage. Super, merci Hugo, merci Nathan. On les applaudit encore, c'est leur premier talk.